Je vais commencer par me présenter parce que vous êtes quand même nombreux à ne pas me connaître. Je suis Philippe Denisot, moi je suis oncogénéticien et j'ai la chance d'agir dans le service d'oncogénétique du CHU de Rennes du professeur Audin, de génétique médicale. Et du coup, quand elle m'a demandé de venir vous parler de thérapie ciblée, j'étais super enthousiaste, j'étais très content. Et après, j'ai vu le programme, j'ai vu au milieu de qui je parlais. J'étais vachement moins enthousiaste, avec un petit syndrome de l'imposteur qui s'est installé, et j'ai décidé d'en prendre parti et d'y aller à fond et de monter une escroquerie en vous racontant une histoire. Parce qu'en fait, j'ai pris le parti de faire un petit pas de côté, parce que les thérapies ciblées sont effectivement une grande révolution qui ont complètement changé notre activité. Et je pense que depuis ce matin, on voit que ça va arriver aussi dans beaucoup d'autres domaines de la génétique, et peut-être que notre expérience en oncogénétique peut vous servir pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire de ces nouvelles technologies-là, notamment pour vos patients, notamment en concret au charbon, en consultation, qu'est-ce que ça peut apporter. Et je pense qu'en fait, c'est des fois très important de revenir aux fondamentaux. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Tout commence il y a très longtemps, où il y a deux villages un peu distincts les uns des autres, où il y a les oncologues d'un côté qui font leur truc de leur coin, et il y a les oncogénéticiens qui de temps en temps sont sollicités, mais qu'on prend gentiment pour des illuminés, parce qu'ils font des trucs qu'on ne comprend pas très bien. Et dans ces moments-là, il n'y a pas beaucoup de relations, il faut dire ce qui est entre les équipes, même si en local, dans certaines villes, comme j'ai la chance d'être arrivé dans ces villes-là, il y avait des cohésions entre les oncologues et généticiens. Souvent, c'était quand même des milieux très, très différents, mais parce qu'ils ne comprenaient pas les uns les autres à quoi servaient ceux d'en face. Et c'est pour ça qu'en oncogénétique, je pense que vous le savez, mais quand même, pour nous, retrouver une mutation prédisposante à un cancer, mais en fait, c'est une situation qui, pour nous, est super simple. Parce qu'il y a des gens géniaux qui, depuis 2008, ont déjà modélisé ce qu'on allait retrouver pour les 30 prochaines années, où en fait, il y a des gènes majeurs de prédisposition, qu'on a appelés les gènes montagne, TP53, BRCA1, qui concernent très peu de monde, mais qui confèrent des risques majeurs de cancer du sein, notamment. On est en train, en recherche aujourd'hui, d'explorer les gènes collines, des gènes qui concernent beaucoup plus de monde, qui ont une base beaucoup plus étendue, mais qui en réalité confèrent des risques un peu plus faibles de cancer. Et je dis que cette situation est simple pour le moment parce qu'arrive à grands pas ce qu'on va appeler les PRS, c'est-à-dire des évaluations de score de risque qui sont en fait modifiées par des SNP multiples dans les facteurs intragéniques pour modifier l'expression de nos grands gènes connus. C'est pour ça qu'on va expliquer qu'une famille BRCA1, il y a une famille A avec la même mutation qui a 50 cancers du sein à 30 ans, quand dans la famille B, il y a un cas de cancer de l'ovaire à 80. Parce qu'il y a tout un tas de facteurs modificateurs qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est pour ça que c'est une situation simple aujourd'hui, mais que ça va se complexifier. Surtout qu'il n'y a pas que deux syndromes de prédisposition génétique au cancer, il n'y a pas que BRCA1, BRCA2 dans la vie. Et du coup, c'est pour ça que ce qui nous importe à nous, plus que la mutation, c'est vraiment d'essayer d'apporter une notion de prévention. Est-ce qu'il y a un facteur génétique de prédisposition héréditaire au cancer? C'est quel est le risque de nos patients? Quel est le risque de nos patientes? C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de modèle socio-économique, il n'y a pas de modèle de la prévention. On n'est pas capable de dire qu'enlever tant de cancers dans une population donnée ou les traiter de façon précoce nous permettra de diminuer le coût de la santé globale de la population. Donc on se rattache à ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît? Eh ben, on sait qu'il y a un facteur pronostic qui est majeur, c'est la taille. La taille est super importante. Dans le cancer du sein, plus on arrive tôt, plus on trouve vite, mieux on guérit. Donc ça, c'est une publication de 2016 qui est magnifique dans le New England, qui démontre que en Angleterre, entre les années 75 et les années 2010, par une simple mammographie tous les 2 ans dans une population de 49 à 65, on diminue le risque de retrouver des gros cancers, on trouve des cancers de plus en plus petits, et même au fil de l'eau, on arrive à retrouver des risques de petits cancers encore plus faibles. Pourquoi c'est super important? Parce que, encore une fois, la taille est pronostique. Un cancer de plus de 2 cm sera nettement moins facile à traiter qu'un cancer de moins de 2 cm. Rien que sur cette notion-là, les dés sont jetés, la démonstration est magnifique. Vous voyez le cut-off en bas à gauche, je ne sais pas si j'ai le petit pointeur, si.
vous voyez que le nombre de cancers qu'on arrive à diagnostiquer de moins de 2 cm est majeur rien que par la mammographie. Donc si on arrive à faire des diagnostics de moins de 2 cm, on arrive à guérir des gens de façon d'autant plus facile. Mais heureusement, on n'a pas les mêmes traitements en 1975 qu'en 2010, mais basé quand même sur l'évolution stratégique thérapeutique, on voit quand même que de taille de cancer à taille de cancer, on arrive à réduire quand même la mortalité de 1 à 5 pour 100 000 habitants chez ces femmes-là, rien que par le dépistage. Donc j'espère, par cette démonstration-là, que vous êtes convaincus maintenant que le dépistage du cancer du sein est extrêmement utile, même en population générale. Et du coup, nous, on s'occupe d'une autre population, toutes les populations à risque ou à très haut risque. Et donc, vous nous voyez nous arracher les cheveux sur des situations extrêmement qui vous semblent les mêmes et qui, pour nous, n'ont rien à voir. Exemple typique, une patiente de 44 ans qui n'a pas de problème de cancer, dont la mère n'a pas de problème de cancer à plus de 70 ans, mais il y a 3 cancers, 40, 67, 60 chez ses tantes, et un cancer du sein à 80. Moi, cette dame-là, je vais la rassurer. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça, mais du coup, moi, je vais lui proposer une surveillance type population générale. Tandis qu'une situation quasiment similaire, symétrique, mais dans la branche patte, je suis inquiet. Je lui fais faire une écho et une mammo tous les ans, dès maintenant. Ça change tout pour moi. Ou alors, la troisième situation, il suffit de rajouter un petit cancer du sein, mais à 30 ans chez la grand-mère, et là, je suis mort de trouille et je lui fais faire des IRM. Je veux juste vous montrer que là, dernière diapo, en fait, notre job, c'est pas de trouver des mutations, notre job, c'est d'estimer le risque de cancer sur un organe donné, en fonction de l'histoire familiale, pour savoir à partir de quel âge est le risque, alors qu'il n'y a pas de mutation identifiée, pour dépister des petits cancers. C'était ça à quoi on servait en oncogénétique avant 2015, ce à quoi on sert toujours aujourd'hui, mais que les oncologues ne comprennent absolument pas parce qu'on n'est pas dans le traitement, on est dans la prévention. Mais du coup, l'industrie nous a aidés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un obscur laboratoire, que je ne citerai pas, qui a lancé des étudiants sur toutes les drogues, sur tous les organes qui ne marchaient pas. En 2009, ils ont fait une publication là-dessus. Rien ne fonctionnait, sauf une drogue, les antiparp. Et donc, ça marchait tellement bien dans les ovaires qu'ils ont lancé une étude qui est restée dans les annales comme la Study 19. Et la Study 19, c'est celle qui est montrée à gauche. Donc là, vous avez les magnifiques courbes de survie qui sont très connues des oncologues, dont vous avez peut-être un peu moins l'habitude. La survie en fonction du temps, dans la courbe placebo, dans la courbe traitée. Et là, vous voyez un hazard ratio, c'est-à-dire le fait que l'événement soit lié au hasard alors qu'elle est traitée était médiocre, à 0,30, mais surtout on passait d'une PFS de 3 à 6 mois. PFS, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, la survie sans progression. C'est-à-dire qu'en fait, la patiente, au lieu de rechuter au mois de mars, elle rechutait au mois de juin. Ce qui ne changeait pas beaucoup la donne. Mais ce dont ils se sont aperçus, que la population qui les plombait, c'était la population âgée de plus de 65 ans. Et donc, ils ont tout redécortiqué. Et ils avaient une information qui était super importante et qui nous a impliqués de façon majeure en oncogénétique, c'est qu'ils ont eu les datas pour les patientes mutées. Ils savaient quelle patiente était mutée pour BRCA1 ou BRCA2 dans la population Study 19. Et là, ils ont refait un calcul qui a été publié dans le New England, une analyse stratifiée, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire initialement. Mais là, ils voient un hazard ratio à 0,18 pour une survie qui passe de 3 à 12. Rien que sur ça, rien que sur cette étude-là de Nanderman en 2015, les États-Unis donnent l'AMM pour l'olaparib dans le cancer de l'ovaire, rien que basé sur des calculs stratifiés, où vous voyez qu'on est passé dans une population mutée ou à une population non mutée à une vraie différence significative de survie entre les deux populations. Et donc à ce moment-là, les oncologues sont venus nous voir pour nous dire « Attention, la létalité synthétique, c'est super important pour vos patientes mutées. » Donc, ils sont venus nous voir en nous disant « il faut tester tout le monde ». Et c'est là où la létalité synthétique, moi, j'en avais jamais entendu parler avant 2015, et j'ai trouvé le concept extrêmement génial. Je pense que vous le connaissez, mais quand même. L'idée, c'est pas de réparer l'ADN. Donc, c'est encore faire un pas de côté par rapport à ce que vous avez eu ce matin. C'est pas non plus de réparer la protéine, c'est pas de restaurer la fonction, mais c'est de déglinguer la fonction de la protéine d'à côté. Et ça marche. Parce qu'en fait, dans une cellule normale, quand il y a la voie HR, recombinaison homologue qui fonctionne, BRCA est activée, et également la voie de Base Action Repair
par les PARP, donc on a une réparation de l'ADN qui est stable. Là où ça commence à poser problème, c'était dans les cellules cancéreuses, avec des mutations BRCA, la voie HR ne fonctionne pas. Donc il y avait une réparation, mais qui était non optimale. Il y avait donc, dans cette population-là, un processus cancéreux qui pouvait s'installer, parce que l'instabilité était gérable par le cancer. L'idée qui était absolument géniale, c'est que si on inhibe cette voie de réparation juste à côté, qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais qui est une voie de réparation accessoire dans le cancer de l'ovaire, vraiment très très accessoire par rapport aux 10 autres, et en fait, il n'y a toujours pas de réparation de la voie HR, mais en plus, l'instabilité génomique accentuée par la perte de la voie BER induit une instabilité génomique que la cellule cancéreuse n'est pas capable d'accuser, et elle va donc retrouver sa capacité d'apoptose. Et donc, la cellule cancéreuse se suicide, ce qui était absolument génial. On peut passer à la suivante. Et donc, du coup, fort de cette expérience-là, il y a eu l'étude qui, pour moi, a tout changé. Ça s'appelle Solo 1. Avant, il y avait eu Solo 2, mais vraiment, celle qui a tout changé, c'est Solo 1, dans l'ovaire. Donc là, on est en première ligne. La patiente a un cancer de l'ovaire, elle vient d'être opérée, on lui fait de la chimiothérapie, et à la fin de la chimiothérapie, on lui donne une thérapie ciblée type Lynparza, ou Olaparib pour ne pas citer de marque. Et du coup, on évalue la survie. C'est la première fois dans le monde de l'oncologie qu'une thérapeutique a fait mieux que la chimiothérapie et qu'on a arrêté l'étude. On a arrêté les inclusions à l'étude intermédiaire, non pas parce que le médicament était dangereux, mais parce qu'il devenait criminel de donner de la farine à la moitié de la population. De ce fait-là, et d'ailleurs cette étude-là date de 2018 à titre d'information, le recueil d'informations a continué, et ce qui était valable du coup en survie sans progression est désormais valable en survie globale. Donc on sait maintenant que donner de l'olaparib à des femmes porteuses d'un cancer de l'ovaire muté va améliorer leur survie au cours du temps et de façon très importante. Parce que du coup, le HR, vous voyez, je ne sais pas où il est, mais il est à 0,20. Donc là, c'est vraiment majeur. Et du coup, sans surprise, c'est exactement la même population que lors d'un manétal, c'est-à-dire le cancer de l'ovaire jeune. Et donc, à ce moment-là, c'est là où il y a eu la réunion des mondes. C'est-à-dire que tout le monde était content. Les généticiens étaient sollicités par les oncologues. Ils ont enfin compris quel était l'enjeu de la prévention, puisqu'ils n'avaient pas le choix. De toute façon, il fallait savoir s'ils étaient mutés ou pas. Et les aliens d'oncogénéticiens étaient contents, mais il a fallu quand même qu'ils modifient complètement leur prise en charge, parce que jusque-là, on n'était que dans la prévention. Donc, très loin après la prise en charge, là, on a été placé au cœur de la prise en charge tout de suite. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on voit des femmes en cours de chimiothérapie pour qu'on puisse savoir si l'oncologue devait donner le traitement ou pas. Donc, il a fallu vraiment, à ce moment-là, qu'on change notre façon de faire. Et tout a si bien marché que même l'INCa, l'année d'après, a établi des recommandations où il était maintenant évident que toutes les femmes atteintes de cancer de l'ovaire devaient passer par la case oncogénétique. Et le problème est survenu pas très loin après, parce qu'en fait, l'idylle a été assez courte, parce que, en fait, exactement le même médicament a été testé dans un autre cancer du spectre, le cancer du sein. Et ça marche. Et ça marche aussi très bien. Forcément, on ne parle pas de la même courbe, parce que le cancer de l'ovaire est beaucoup plus grave, mais dans le cancer du sein métastatique, il y a quand même une différence. Vous voyez que maintenant, l'échelle des mois est beaucoup plus grande, et surtout dans le cancer du sein non métastatique en première ligne, qu'on savait déjà bien traiter, on sait encore mieux le traiter chez les femmes mutées. Mais que en constitutionnel. C'est un problème pour nous. Pourquoi? Parce que du coup, nos petites équipes d'oncogénétique, on a vu venir une petite avalanche. Parce qu'il faut savoir que le cancer de l'ovaire, c'est 5000 cas par an, 7000 cas par an. Le nombre de cas de cancer du sein par an, c'est 58 000. Donc on a vu affluer à nos on a vu affluer d'abord les oncologues, qui nous ont dit qu'il faut tester tout le monde. Nous, on a dit pas possible. On était déjà sursaturé par le cancer du sein, par le cancer de l'ovaire. On savait qu'on allait prendre l'avalanche par le cancer du sein. Et donc, nous, la réaction qu'on a eue au local, c'est d'abord se poser la question, mais ça concerne qui? Nous, notre population génétique, c'est qui? C'est les cancers jeunes
ou les cancers agressifs, ou les cancers multiples, ou alors avec des histoires familiales, ce qu'on connaît depuis la nuit des temps. Olympia, c'est quelle population? Et bien en fait, c'est là où il y avait un piège, c'est que ce n'est pas tous les cancers du sein, déjà, ça nous a rassurés, ce n'est qu'un tiers des cas, lesquels les plus graves. Ceux qui ont le risque de récurrence, le risque de récidive, le plus important. Et parce qu'en fait, pour les RH+, c'est les très ganglionnaires, ou alors, pour les triples négatifs, c'est les gros cancers du sein, de plus de 2 cm, ou alors qui ont déjà atteint les ganglions. Donc en fait, c'est déjà une population donnée, ce qui est d'autant plus fort parce que du coup, dans les cancers graves, c'est ceux qu'on arrive le moins à traiter. Donc c'est pour ça que les oncologues étaient très contents de venir nous chercher. Et du coup, un coup d'avant, voilà. En fait, à mon sens, il y a ce qu'on a pu interpréter comme des intérêts composés. Mon intérêt à moi reste et restera la prévention. Je ne suis pas un médecin curateur. Le travail d'un oncologue, c'est de taper sur une maladie, de lui taper avec toutes les armes qu'il a. Et donc du coup, on a forcément des populations qui sont différentes. Mais en se basant sur des populations génétiques ou des populations thérapeutiques, on peut identifier des populations où c'est super simple. Bah, les patientes où chez qui c'est ouvert, parce que du coup, il y a des critères génétiques, il y a des critères Olympia, typiquement le cancer du sein triple négatif de 4 cm de la femme de 36 ans. Celle-là, on est tous d'accord qu'il faut l'avoir. Mais là où ça devenait plus compliqué, c'était pour les patientes beaucoup plus nombreuses, qui n'avaient pas de critères génétiques, typiquement qui avaient un cancer un petit peu plus âgé, sans antécédents familiaux. Bah, elle, moi, je ne voulais pas l'avoir. Et c'est elle qui allait surcharger mes circuits. Sauf que c'est exactement ces populations-là que les oncologues voulaient que je teste, en plus de mon activité. Et il fallait trouver une solution pour cette population-là. C'était assez facile pour les femmes qui n'avaient ni de critères génétiques, ni de critères Olympia. Mais attention, vous allez voir, dans la situation néo-adjuvante, il y avait un petit piège qu'il fallait éviter. Mais moi, la population qui m'intéresse le plus, ce n'est pas la population Olympia, c'est la population des femmes qui ont des antécédents familiaux, parce que c'est toujours la nièce et la cousine dont il va falloir que je m'occupe pour savoir s'il faut que je lui fasse des IRM ou des mammographies. Et donc, il a fallu qu'on puisse coordonner. Et donc là, sur une petite bande, vous voyez, en fonction de la situation adjuvante, c'est-à-dire chirurgie d'abord, ou néo-adjuvante, chimiothérapie d'abord, à quel moment il fallait qu'on intervienne en fonction des populations données. Et en fait, le gros piège, c'était cette population-là, où nous, on a pris le parti de faire des analyses d'abord tumorales, ce qui est un non-sens, normalement, parce que l'AMM du médicament est sur une analyse constitutionnelle, mais si on retrouve une mutation tumorale, on s'engage auprès de l'oncologue pour voir la patiente dans la semaine, pour pouvoir faire un dépistage et savoir si cette mutation est présente au niveau constitutionnel ou pas, sachant que quand on retrouve une mutation tumorale, le risque de la retrouver en constitut est environ de 50%. Gros piège sur les néoadjuvants avec des facteurs de mauvais pronostic. Il faut faire du tumoral en extrême urgence pour avoir le résultat BRCA le plus rapidement possible, parce qu'en fait, l'indication thérapeutique repose à la fin de la radiothérapie. Mais si on prend soin de des 3 premières populations, par expérience, en fait, les oncologues nous adressent beaucoup plus la 4e population, c'est-à-dire la population qui ne les intéresse pas au sens propre, c'est-à-dire la population curatrice, mais nous adressent du coup beaucoup plus les histoires familiales de cancer, et c'est comme ça qu'on a pu élargir le champ de drainage de nos consultations. Je vais être quand même honnête en vous présentant les 3 autres modèles, mais que je trouve nettement moins avantageux, mais je suis un peu malhonnête en disant ça. Mais il y a 3 autres modèles. C'est l'autre façon de réagir à l'avalanche, c'est de dire on fait d'abord tout tumoral. On ne passe pas par la case oncogénétique. Les oncologues prescrivent du tumoral à outrance, peu importe les critères, et ils nous envoient que si c'est positif. Le problème, c'est que les analyses tumorales, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, ne sont pas aussi performantes qu'au niveau constitutionnel, donc il y a un gros risque de louper les RGT, et surtout que les oncologues ils sont intéressés par BRCA1, BRCA2, TP53, CDH1, ils n'en ont rien à faire. Deuxième modèle, tout constite. Alors ça, je sais qu'il y a 2 exemples aujourd'hui en France qui font ça, c'est-à-dire que tous les cancers du sein de leur région passent par une consultation d'oncologie génétique. Sincèrement, je ne sais pas comment ils font. Ils gardent encore des files actives de moins de 3 mois. Je crains que c'est parce qu'en fait, avant, ils étaient assez peu sollicités, et je pense qu'il y a des circuits quand même alternes, parce que je ne sais pas comment ils font à 2 conseillers en génétique pour accuser toutes les diagnostics de cancer du sein pour tout leur département. Et enfin, il y a un quatrième modèle, du coup, le 3e sur cette fiche, sur lequel je ne suis vraiment pas convaincu, mais c'est vraiment aujourd'hui sur ça que l'industrie tape et table. C'est ce qu'ils appellent le mainstreaming. C'est qu'en fait, la prescription d'analyse constitutionnelle soit faite par l'oncologue.
dans le but, et tout ça, en fait, après une formation YouTube de 20 minutes. Donc déjà, je leur remercie de la qualité de penser que ma formation vaut 20 minutes de tuto YouTube. Ensuite, ils nous adressent que si positif en oncogénétique. L'argument de l'industrie pour pouvoir dire que c'est un bon modèle, et de certains oncogénéticiens, c'est de dire que du coup, c'est l'oncologue qui a une indication thérapeutique, du coup c'est de l'AMM sur du Constit, donc du coup c'est logique que ce soit l'onco qui prescrive du Constit. Bon, c'est plus court, il y a moins d'adressage, et puis surtout il y a quand même l'arrière-pensée à ça que avant 2015, pour adresser en consultation d'oncologie génétique, il y avait un délai de 2 ans. On s'en foutait, on était dans la prévention. Sauf que là, on s'est quand même organisé depuis 2015 pour être au cœur de la prise en charge. Et en plus, c'est pas très compliqué de prescrire B1, B2, il suffit de cocher une case. Sauf que du coup, moi, ma question, c'est on fait quoi des résultats négatifs? J'espère que vous avoir convaincu que c'est peut-être la situation la plus compliquée. Et il n'y a dans cette démarche aucune notion de prévention, ce qui reste, à mon sens, la vocation de l'analyse constitutionnelle. Et donc, je terminerai là-dessus. Pourquoi il me semble important qu'une analyse constitutionnelle doit être prescrite pour un généticien? Pour toutes nos connaissances ancestrales, en fait. Et donc, pour moi, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que la thérapie ciblée nous a permis d'adapter notre prise en charge, de communiquer ensemble, et ce qui est très bien pour le bien de nos patientes, au sens premier du terme, parce qu'il y a plus de patientes qui viennent en prévention, et elles bénéficient d'un nouveau traitement qui est super performant, mais qu'il y a toutes les autres situations hors cadre, que sont les autres syndromes de prédisposition, que sont les résultats négatifs pour la nièce et la cousine, et que sont du coup la notion de prévention qui, même si elle n'est pas démontrée en socio-éco, je pense à une utilité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.